Monstre Nickel, un hypersensible en action soutient les BD hypersensibles, une prise de conscience et l'enfant hypersensible mieux comprendre pour mieux aider. Rendez-vous sur le site http://www.bdhypersensible.com. Mais attendez la fin de la vidéo quand même. Que vous pouvez bien sûr partager, liker et commenter. Après vous y être abonné. Merci à vous. Bon visionnage. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Monstre Chronicle. C'est la première interview, je suis très content de voir notre première invité, notre parrain. Voilà, et c'est un illustrateur, dessinateur, il va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Et tout comme moi, on a un point en commun, c'est qu'on est tous les deux des hypersensibles, donc on a un petit peu des connaissances là-dedans. Lui, peut-être un peu plus que moi, puisque vous allez le découvrir, il a pas mal bossé. Et on va nous faire découvrir aussi son travail. Voilà. Donc, Pierrick, bonjour. Salut Simon. Ça va? Bonjour, ravi d'avoir fait ta connaissance et merci pour cette petite entretien qui j'espère aidera de nombreuses personnes. J'espère aussi. Je le souhaite. J'espère aussi. Et tu, ça va, c'est pas trop tôt, t'as pu boire ton café alors? Voilà, j'ai pris mon café, je me suis levé il y a à peu près une heure, voilà. Donc voilà, j'ai eu le temps de prendre la douche. Pour ceux qui savent pas, qui vont voir cette vidéo pour la première fois, c'est que Pierrick, lui, est en France, mais moi, je suis un expatrié au Japon. Donc c'est vrai que le décalage horaire, il y a 7 heures. Donc moi, j'ai pris le goûter, pour te dire. Voilà, donc en fait, déjà, est-ce que tu pourrais normalement te présenter comme on fait dans les interviews aux gens? Alors, je m'appelle donc Pierrick Martinez, je suis graphiste illustrateur depuis 2003. Et en fait, je suis l'auteur de deux livrets, Hypersensible, une prise de conscience et l'enfant hypersensible. Je suis papa de 3 enfants et voilà, donc je suis séparé depuis 2 ans. Et j'ai pris un peu conscience à peu près dans la même période de mon hypersensibilité. Ça a été un choc parce que j'ai pris conscience de beaucoup de choses et ça m'a libéré d'un poids que je traînais depuis mon enfance. Donc, depuis cette expérience-là, j'ai tenu à faire partager un maximum de choses sur l'hypersensibilité, que beaucoup de gens le sont. Une personne sur 5 serait hypersensible, et presque autant en fait le vivent très très mal, parce que cette hypersensibilité fait qu'on se suradapte beaucoup. C'est vrai, on le voit beaucoup sur les réseaux en général. On parlera un peu plus en détail plus tard, mais oui, c'est quelque chose, je crois, les gens ont besoin d'en entendre parler, ont besoin d'avoir cette prise de conscience. C'est important, je crois. C'est un peu s'extérioriser un petit peu dans l'idée, non? Oui. Ouais. Justement, vas-y. Non, et voilà, donc je suis à mon compte depuis 2003. Au début, je faisais beaucoup d'illustrations pour l'industrie, pour des livres pour enfants, des jaquettes CD. Et depuis que j'ai lancé ce premier livret qui a fait un gros buzz sur Internet, j'ai eu beaucoup de commandes et je me suis un peu recentré sur ce sujet depuis 2 ans. Donc je travaille et j'ai beaucoup étudié le sujet. Je lis, j'ai suivi des conférences, pas mal, et je me suis beaucoup instruit de tout ça. Et j'ai fait un peu un mix avec mon vécu à moi, et ça m'a permis de trouver des clés, de trouver des choses assez pertinentes. Et mon passé aussi d'illustrateur me permet d'avoir des facilités pour vulgariser certaines notions. Donc ça m'aide aussi de ce point de vue-là. Donc c'est un sujet qui me touche beaucoup et je suis vraiment passionné de communiquer dessus, en fait. Ça me touche beaucoup. Ouais, ça se voit. Et en plus, c'est bien, t'as répondu à la première question avant même que je te l'ai posée. J'allais parler justement de ton travail. C'est génial. Donc, t'étais illustrateur graphique depuis 2003, c'est ça que tu m'as dit, hein? Pas de bêtises. Oui, depuis 2003. Donc, tu faisais des quoi? C'était plus des illustrations dans les premiers temps. Tu m'as dit des couvertures de CD, tout ça. Oui, en fait, j'étais pas que illustrateur, je suis graphiste et illustrateur. Graphiste, ça me permet d'avoir 2 casquettes et de jongler sur beaucoup de projets. J'ai beaucoup de styles d'illustration différents. Et j'ai commencé par les jaquettes CD. J'ai été reconnu par un premier studio en Alsace qui m'a commandé beaucoup de jaquettes pour enfants. Mm-hmm. Et
ils cherchaient un illustrateur pas trop cher pour illustrer. J'en ai fait des centaines de jaquettes CD avec ce studio. Donc, il m'a mis en relation avec des studios comme chez Sony, ou comme EMI, des grosses boîtes, des grands groupes, et avec lesquels j'ai petit à petit, par effet boule de neige, j'ai travaillé sur des projets de plus en plus gros. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de jaquettes CD. J'ai fait beaucoup de livres pour enfants aussi. J'en ai pas trop sous le coude là, mais j'ai illustré notamment avec l'actrice Anne Richard sur un projet qu'elle avait à cœur de faire. Donc j'avais fait une série de 8 livres. J'ai fait une autre collection de livres qui s'appelle Jules et le monde d'Harmonia, donc avec une autre entreprise. Donc j'ai un bon cursus en dessin, on va dire. J'ai une bonne expérience. Alors pour tous ceux qui nous regardent, alors je dis ça parce que moi ça me touche parce que j'en vois plein sur internet qui arrivent vers des graphistes, des graphistes, dessinateurs, illustrateurs, qui font ouais, tu peux pas me faire un dessin parce que j'ai un projet machin. Le mec il dit bah ouais, alors c'est non, tu vas me faire payer. Ouais, voilà, et le problème c'est que moi quand on est jeune, bon ça peut encore passer une fois, mais quand on a la vingtaine ou la trentaine, qu'on vient vers un illustrateur, on dit excusez-moi, voilà. Moi, je trouve ça pas très, voilà. Et on apprend un peu à se blinder avec le temps avec ça. Ouais, c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait ça par passion. C'est notre passion. Et maintenant que c'est notre passion, oui, c'est gratuit, quoi. Ça nous plaît à nous, quoi. Naturellement, ça devrait nous plaire à nous de dessiner pour les autres. Oui, mais c'est pas forcément le cas. Il faut savoir que, en tant qu'illustrateur, donc c'est un métier un peu à part. C'est comme musicien, c'est des métiers de passion et un peu artistique. Donc on a vraiment, c'est avec ça qu'on paye nos factures. Donc il y a un moment donné, il faut vraiment comprendre qu'on a besoin aussi de faire rentrer de l'argent pour s'occuper de notre. Je pense que c'est un aparté important parce que franchement, je sais pas toi, mais moi ça me gave de voir. Surtout j'ai beaucoup d'amis qui sont dessinateurs, illustrateurs. Je peux t'en citer 3 comme ça de tête, mais et d'autres derrière qui sont pas forcément professionnels, qui ont un bon trait, quoi. Donc c'est pour ça. On va passer à autre chose quand même. Sinon, on va pas terminer sur ce sujet. Donc, on va parler, de fourche, de la prise de conscience. Alors, oui. Comment ça s'est passé? Dans quelles circonstances, t'as eu ça? Je crois que quand on avait parlé, on a commencé à t'en parler en 2017. C'est un ami qui t'en a parlé de l'hypersensibilité. Et t'en as pris conscience en 2019, c'est ça? C'est un peu ça, effectivement. Ouais. Donc faut savoir que j'ai toujours depuis petit en fait je me sens un peu mis à l'écart et j'ai une tendance naturelle à m'éloigner des groupes et en fait je suis beaucoup observateur. Je suis pas vraiment, j'ai pris conscience de ça maintenant. Depuis petit, je suis pas vraiment acteur de ma vie, mais je suis spectateur de la vie des autres. Je regarde beaucoup les autres, je suis très très attentif. Enfin, j'étais. Et je suis maintenant très acteur de ma vie. C'est là où il y a un gros changement. On en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, c'est quelque chose qui me suit depuis petit en fait. Et donc c'est un ami que j'ai rencontré à l'occasion d'un nouvel an. Il était à la maison et on discutait dans mon bureau. Et il m'a dit, il sortait d'un rendez-vous avec sa psy. Il m'a dit, écoute, ma psy m'a dit que je suis hypersensible. Et toi, tu aurais tous les symptômes d'une personne hypersensible aussi. Même si symptôme, c'est un grand mot. Genre caractéristique à ce moment-là. Une personne hypersensible. Plutôt caractéristique à ce moment-là. Donc voilà, j'ai pris l'info, je l'ai rangé dans un coin de ma tête. Je dis OK. Dans ma tête, hypersensible, c'était tout de suite très connoté. C'est les personnes qui pleurent facilement, qui sont. Il y a beaucoup de connotations, beaucoup de choses qui sont un peu fausses, des circulent sur l'hypersensibilité. Et on va un peu casser ce mythe. Mais effectivement, donc depuis ça, un jour j'ai commencé à suivre une conférence sur l'hypersensibilité. Ça m'a un peu interpellé. J'ai commencé à acheter un livre que j'ai lu, pareil, et à plus je lisais, à plus je me documentais sur le sujet, et à plus je me voyais avec un œil nouveau en fait. Et jusqu'au jour où j'ai eu une sorte de prise de conscience où j'ai revu mon passé avec un œil nouveau et j'ai pu expliquer en fait beaucoup de situations de ma vie qui se sont déroulées et beaucoup de comportements des autres. J'ai pu vraiment me rendre compte et comprendre, beaucoup des comportements des autres. Un peu comme si les pièces du puzzle de ma vie, qui étaient vraiment enchaînées, s'étaient remis en ordre. Et j'ai pu vraiment comprendre comment je fonctionne. J'ai eu à peu près le même déclic que toi. Et c'est un peu grâce à toi parce que déjà pour le premier,
hypersensible, ça me correspondait et je pense que ça doit te correspondre aussi dès le départ. Quand tu l'as dit, tu te dis bon bah voilà, t'as pas dit c'est moi, t'as dit c'est les hypersensibles. Il faut s'englober dessus. Et c'est vrai pour l'anecdote, c'est vrai que ce premier livret, je l'ai réalisé, j'ai eu du mal à le dessiner parce que j'étais dans une phase un peu de déprime. C'était la période de la séparation. Je l'ai vécu très difficilement. J'étais dans une petite chambre chez ma maman et j'ai vraiment, j'avais à cœur de le réaliser, mais j'avais aucune motivation à travailler sur à l'avancer quoi. Donc j'ai tenu à le finir. J'ai mis du temps à le finir. Il est pas long. Hein. C'est 10 illustrations. C'est un petit livret 16 pages. Et je tenais à le faire pour pouvoir aider. Je me suis dit si ça peut aider une dizaine, une centaine de personnes, c'est très bien quoi. Et dès la publication sur ma page Facebook, au début, j'avais pas en tête de faire un livre. C'est suivant les demandes que j'ai eues derrière qui m'ont dit. Donc au début, j'ai mis 10 planches sur ma page Facebook qui se sont partagées comme une traînée de poudre en fait. Ça a explosé. Dès le lendemain, j'ai eu beaucoup de retours, des commentaires de personnes qui me disaient, certains qui m'ont dit avoir pleuré en regardant les planches parce qu'ils m'ont dit tu racontes exactement toute ma vie et je prends vraiment conscience de beaucoup de choses maintenant. Donc j'ai eu, ça m'a vraiment, ça a été vraiment les montagnes russes 2019, fin 2020. J'ai vraiment parti du plus bas pour aller au plus haut et j'ai pu retrouver un appartement. Ça a été, oui, c'est ces 10 premières planches en fait qui sont partagées comme une traînée de poudre. Et quelques jours, semaines plus tard, je reçois des mails de professionnels, donc de psychologues, qui me disent, de psychiatres et de coachs aussi, qui me disent d'utiliser mes planches dans leur cabinet. Donc là, ça a été assez valorisant. Je me sentais pas légitime à faire des choses qui puissent servir d'outils à des psychologues et des psychiatres, mais le fait qu'ils me le demandent, ils m'ont demandé si j'avais pas un support physique à leur présenter ou à leur vendre. Alors j'ai préparé ces livrets, j'en ai commandé 400 qui sont partis comme des petits pains et j'en ai recommandé 400 derrière, etc. Et depuis, il a fallu que je monte ma maison d'édition, donc j'ai ma propre maison d'édition avec mes 2 petits livrets. Il y en a 2 qui sont encore en concoction là, qui sont en train d'être réalisés. On pourra avoir une idée de ce que ça fera ou pas? Même sans regarder le dessin, il n'y a pas encore de brouillon. Le plus gros du boulot, c'est le texte en fait, pour que ce soit très clair et lisible. Et ensuite, il y a la phase de dessin qui vient derrière. Là, il y a encore rien. Ça parlera à peu près. Ça parlera de quoi? Tu peux nous en dire? Alors, j'ai eu pas mal de demandes sur l'adolescence, c'est l'hypersensibilité. Ah oui. Il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent de sujet. C'est pas évident de faire lire des adolescents, déjà, d'une part. Et en fait, je crois que c'est pour ça, il y a beaucoup de maisons d'édition qui refusent ces projets sur l'adolescence parce qu'ils disent, il y aura pas de vente derrière, quoi. Donc, moi, je tiens à le faire à ma manière. Donc, illustrer, vulgariser le thème d'hypersensibilité pour que ça parle aux adolescents. J'ai été adolescent, j'en côtoie, je sais un peu leurs besoins et je pense savoir aborder le sujet. Et il y en a un qui me touche aussi particulièrement, c'est les relations et la personne hypersensible. Donc, je crois qu'en tant que personne hypersensible, on a besoin de relations avec des caractéristiques un peu spéciales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas survoler les personnes. On a vraiment besoin de se connecter et de nous sentir égal à égal par rapport à nos relations. Donc, c'est quelque chose. On ne peut pas s'adapter aux autres. On a besoin de sentir cette connexion. Et on ne peut pas la sentir avec tout le monde. Bien. C'est important d'en avoir conscience de ça aussi. T'as mis un point tout à l'heure sur les hypersensibles et je l'ai vécu aussi. C'est que on a beaucoup au fur et à mesure dans notre vie beaucoup d'épisodes douloureux. Oui. Et je me demande si c'est vraiment une fatalité quoi. Mais tous les hypersensibles ont eu ces soucis, tu crois? Alors, je crois qu'en tant que personne hypersensible, on passe par une sorte de rejet qui est depuis petit, oui, je te disais que j'ai été rejeté. Je me sentais rejeté, et là, oui, là, avec la séparation, j'ai senti aussi ce rejet. Mais je crois que le rejet, oui, l'exclusion des groupes fait un peu partie du pack de la personne hypersensible qui se sent un peu en décalage, un peu atypique, un peu. C'est souvent le truc numéro 1 qu'on distingue sur les personnes hypersensibles, c'est qu'on a l'impression d'être des extraterrestres par rapport aux autres, quoi. On essaie de s'adapter aux autres, mais on n'y arrive pas parce que les autres nous renvoient, enfin nous sentent que voilà, on est différent, qu'on a du mal à s'adapter, quoi. Mais
Et Donc, je crois que c'est un des critères qui caractérise une personne un peu déjà atypique. Et après, l'hypersensibilité. Alors, les personnes au potentiel sont hypersensibles. Et bon, une personne hypersensible n'est pas forcément au potentiel. Mais tu vois, le haut potentiel, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est un peu, on les trouve un peu perchés. Et au potentiel, ça veut pas forcément dire comment génie ou surdoué, tu vois, on utilise beaucoup ces termes, mais au potentiel, ça peut être juste avoir avoir le cerveau qui va un peu plus vite que les autres sur certains domaines, mais ça peut apporter de gros soucis au niveau social, entre autres. Donc, avec ça, on parle aussi d'épanouissement personnel. Oui. Voilà. Toutes ces, comment dire, tout ce qui nous est arrivé. Je perds mes mots des fois en français. Hein. Ça fait tellement longtemps que je suis parti de la France que j'ai tiens, ça j'ai envie de le dire, mais j'arrive pas à m'en souvenir. C'est intéressant parce que j'ai beaucoup d'idées. J'ai envie de te dire plein de trucs. Mais je sais, j'imagine, oui. Et moi aussi, j'ai envie de te poser plein de questions. Mais bon, après, on va passer 3 heures. On a tout notre vie de famille. Mais ça sera un plaisir si on en refait une après. Hein. Il y aura pas de problème. Donc je parlais d'épanouissement personnel. Le savoir qu'on est hypersensible. Est-ce que c'est justement c'est ce déclic qui fait qu'on s'épanouit derrière par rapport à ça? Je crois qu'il y a une part de ça, effectivement. Je crois que, comme tu le disais, en tant que personne hypersensible, on passe par des phases très basses. Donc, on a des phases basses très basses et des phases hautes très hautes. C'est une sorte de montagne russe à chaque fois. On peut être très bien un peu euphorique pour quelque chose d'anodin et on peut très bien être dépité et déprimé pour quelque chose qui en fin de compte n'est pas forcément si malheureux que ça, quoi. Oui. Donc, faut déjà prendre conscience de ça. Mais c'est vrai que le fait de prendre conscience de son hypersensibilité permet de se dire, OK, j'ai un cerveau qui a tendance à surréagir aux situations. Donc, je vais essayer de pas surréagir, de pas être, si je suis euphorique, je vais essayer de pas trop partir dans la surréaction. Et pareil, si quelque chose de grave m'arrive, je vais essayer de pas m'effondrer, quoi. Et dans ce sens-là, alors quelque chose qui est important, c'est que les personnes hypersensibles sont en fait des personnes très résilientes. Dire qu'elles peuvent tomber très bas, elles peuvent rebondir aussi vite derrière et rebondir très haut. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment comprendre et qu'il faut assimiler. On n'est pas parce que oui, une personne hypersensible qui n'en a pas conscience, il arrive un truc catastrophique ou un petit problème, elle va tout de suite le prendre personnellement. Elle va pas arriver à se relever de ça. Elle va se victimiser. Elle va entrer dans un mode de victimisation. Et voilà, ça peut se déformer dans quelque chose qui l'attire vers le bas, en fait. Donc, c'est important de prendre conscience de son hypersensibilité pour ça. Pour il m'arrive quelque chose, OK, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir rebondir de ça. Je sais que j'ai un cerveau qui a tendance à surréagir, donc je vais un peu corriger ça et faire attention de ne pas me laisser entraîner par mes émotions. Ça, c'est important. Les émotions, le vécu, c'est quelque chose qui joue beaucoup dans la tête des hypersensibles. On est rarement dans l'instant présent. On est soit on anticipe beaucoup, soit on vit dans le passé avec nos expériences et on se détruit. Et on comment on dit ça? On ressasse un peu trop notre passé. Et ça permet pas d'avancer, quoi. Donc c'est important de temps en temps d'avoir conscience de ça et de se reconnecter à l'instant présent et se dire, OK, il m'arrive ça, mais là maintenant, bon, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, tout va bien dans ma vie, quoi. J'ai pas de problème particulier. C'est important de se reconnecter à ce présent de temps en temps. Ça permet de nous sentir bien et de nous sentir confiants pour avancer sereinement dans la vie, quoi. Donc c'est important de pas surréagir et de pas nous laisser trop prendre par nos émotions. Donc en fait, se contrôler, quoi. Pas vraiment se contrôler, mais parce que le contrôle, c'est tout de suite très strict. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas vraiment se contrôler, mais c'est juste en avoir conscience, quoi. Juste avoir conscience et une fois qu'on en a conscience, c'est assez magique parce qu'on voit clairement le comportement des autres. On arrive à deviner les personnes qui sont hypersensibles, sont dans la surréaction, et on arrive à se dire, cette personne-là hypersensible, elle n'arrive pas encore
à, à comprendre qu'elle est en surréaction par rapport à ce qui lui arrive. Finalement, ce qui lui arrive, c'est pas si grave. Donc, c'est important de nous voir nous aussi et de voir les autres, comment ça se passe chez les autres. Ouais, de toute Et de ce façon, point de vue-là, oui, on est assez gâté parce qu'on a un cerveau qui observe tout, qui entend tout, dès qu'on découvre une nouvelle personne, on a tendance à tout de suite l'analyser et être à l'affût du moindre geste ou du moindre de la communication non verbale, tout ce qui est non verbal. J'ai entendu que le non verbal dans une conversation avec quelqu'un, c'est 80% de la relation en fait. Donc on analyse beaucoup et ça c'est quelque chose de très important à prendre en compte aussi. c'est clair. Donc on arrive à décrypter les autres. On arrive un peu à Peut-être que le et de fait ce qu'on point de soit... vue-là, c'est vrai qu'on peut pas s'épanouir si on reste dans ce schéma d'hypersensible victime et, et qu'on n'arrive pas à prendre en compte nos véritables besoins, parce qu'en tant qu'hypersensible, qui ne le sait pas encore, on a tendance à vouloir se faire accepter des autres, à chercher l'approbation des autres, donc à être dans le sens unique, quoi. Je donne aux autres un maximum pour essayer d'être reconnu à ma juste valeur, parce qu'on pense que tous les autres fonctionnent comme nous quand on n'a pas conscience de ça. Mais non, on est 20% de personnes hypersensibles en France et dans les pays anglophones et français entre autres déjà. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On fait partie de ce groupe-là et on n'a pas à s'adapter aux autres. On a nos besoins à nous qui sont sensiblement différents de la majorité des gens, mais on n'a pas à s'adapter aux autres. Et une fois qu'on a compris ça, eh ben on arrête de chercher la validation des autres pour quoi que ce soit. On arrête de chercher à plaire. On arrête de chercher et on commence à s'écouter réellement. Et c'est là que commence l'épanouissement personnel et qu'on peut en fait avancer plus sereinement dans sa vie. Mais c'est vraiment important d'avoir cette prise de conscience primordiale. C'est pour ça que voilà, mon premier livret, c'est Hypersensible, une prise de conscience, parce que c'est vraiment le point de départ de tout en fait. Yeah. Et je crois que si t'as pas pris, oui, si tu connais le terme hypersensible mais que t'en as pas pris conscience pour toi, tu restes un peu bloqué dans un schéma de fonctionnement un peu victime, quoi. Il y a des gens qui peuvent penser que hypersensible, c'est en deux mots. On est vraiment sensible en trop, quoi. Sauf que là, on parle de trait de caractère, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est un trait de caractère. Donc, et c'est vrai qu'à la base, ce serait le terme hypersensible, c'est le terme français qui a été utilisé, mais le plus normal qui devrait être, c'est pas le plus normal qu'on devrait utiliser, ce serait ultra sensible. Parce que hyper, ça fait effectivement, comme tu dis, ça fait trop. Mais en fait, non, c'est pas qu'on est trop sensible, c'est l'humain a toujours été comme ça. Il y a toujours même chez les animaux, il y a des études qui ont été faites. Apparemment, il y aurait également 20% d'animaux qui seraient hypersensibles, parce que on a besoin de ces gens-là pour servir de guetteurs. Par exemple, dans un groupe oui, un troupeau d'animaux en pleine nature, il y en a toujours une petite partie qui vont plus analyser, voir ce qui se passe autour, que de manger les feuilles ou et ils ont fait des études sérieuses à ce sujet et ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait un pourcentage d'animaux qui était un peu... là, tu m'apprends quelque chose. Là, tu m'apprends quelque chose, honnêtement. J'ai un truc côté BD, ouais. On y revient, hein, je pense que c'est important. Ouais. Quels étaient, en tant que dessinateur, quels ont été tes modèles et tes sources d'inspiration parce que on devient dessinateur pas comme ça, quoi. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Ça me titille cette question. Ah, ça peut aller loin là. Ça peut aller loin. Quelle année? Alors, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de styles graphiques différents. Le premier que j'ai vraiment cherché à exploiter, c'est ce qu'on appelle le speed painting. Donc j'ai eu des interviews à ce sujet aussi. C'est un peu la peinture numérique. Elle a pas vite entre guillemets. C'est une interview qui parlait de ça. Et c'est en fait de se donner un temps, se dire 20, 30 minutes et je dessine sur un thème n'importe quoi et je fais un dessin le plus réaliste possible. Et j'ai fait ça des années en tant que challenge personnel en fait. Et ça permet tout de suite d'avoir c'est un peu à la manière des impressionnistes. Je sais pas si tu vois comment bossent les impressionnistes. Ah non, je sais pas. Les peintres impressionnistes, ils travaillent avec au départ avec des gros pinceaux. Ils posent des aplats, des trucs de couleurs assez rapidement sur la toile pour dégrossir déjà les formes et les lumières, les contrastes et dégager les couleurs, les lumières et c'est très au début ça ressemble à rien et à plus ils avancent et à plus ils affinent leur touche et jusqu'à arriver à quelque chose qui soit
réalistes. Donc les peintres impressionnistes, donc t'en as. Mais j'ai étudié beaucoup de peinture impressionniste. C'est beaucoup j'allais dire du classique, dans le sens Alors là, effectivement, c'est du classique. Mais dans mon enfance, j'ai lu énormément de bandes dessinées aussi. je vois bien lire Pif Gadget, non? Je sais pas, non? Pas Pif Gadget, j'en ai lu, mais c'était pas ma tasse de thé. Oh, mais non, j'avais toute la collection, mes parents avaient toute la collection d'Astérix, Gaston Lagaffe. Je suis un grand fan, j'ai appris à être un grand fan de Franquin. J'étais pas fan de Franquin petit, mais j'ai appris à l'être parce qu'il a c'est quelqu'un de très perfectionniste dans le trait. Et par exemple, quand il avait, une anecdote, hein, quand il avait à faire des amas noirs, par exemple de la fumée noire dans Gaston Lagaffe, quelque chose, déjà il travaillait tout à la plume. Et il faisait tous des traits très serrés, au lieu d'aller au pinceau et tout faire, il faisait, c'est vraiment de la dentelle, il faisait tous les traits très serrés d'un côté, de l'autre, il arrivait à dégager les volumes avec ça, mais du coup il passait énormément de temps à dessiner, et c'est toujours la plume à l'encre de Chine. Donc j'ai vraiment travaillé, j'ai beaucoup étudié et essayé d'avoir ma patte à moi. Et je me suis inspiré de Gaston Lagaffe, de Astérix. J'aime beaucoup la manière dont ils sont dessinés. BD franco-belge, hein, comme on dit. Oui, BD franco-belge. J'ai lu beaucoup de Tintin, j'ai lu beaucoup de Lucky Luke. Les mangas sont venus un peu après, mais il y a une part d'influence manga aussi. J'ai vu que tu étais fan, que tu suivais Maliki. Je suis très grand fan de Maliki. Je voulais lui proposer un projet et finalement je l'ai pas proposé parce que j'ai trouvé une autre personne pour le faire, de bande dessinée. Mais ça, j'en parle justement, ça se passe sur ma chaîne principale d'E-Geiger. Donc mon personnage. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est vrai qu'ils débarquent sur mon truc, qui n'ont pas vraiment vu, moi j'ai créé. Pierrick, lui, a créé sa BD. Moi, j'ai créé un personnage, un héros, la japonaise, avec un costume. Et voilà, ça fait depuis 8 ans. Non, plus 8 ans. Super héros local. Voilà. C'est un projet complètement atypique. Ah, c'était complètement bien et tu t'éclates dans ce exactement. On a pas mal de projets aussi. On a donc un projet d'une BD pour l'année prochaine. Si j'arrive à trouver des acteurs, on a m'a tourné un court-métrage à tourner. Bon, tout ça, voilà. Ne vous inquiétez. Alors, moi, je vais me faire de la pub autant, hein. Donc, vous pouvez, alors, on va faire déjà pour la chaîne ici. Donc, si vous pouvez vous abonner, appuyer sur la cloche pour les notifications des nouvelles vidéos. Vous pouvez commenter, liker. Il n'y a pas de problème. C'est sans modération. Il n'y a aucun souci. Et donc, il y a aussi la chaîne principale qui est la chaîne de Shinobi Nodusha E-Geiger, ce qui veut dire, entre autres, le héros des shinobi, des héros des ninjas qui s'appelle E-Geiger. Iga étant le nom de l'endroit où on est. C'est plutôt historique. C'est Iga, c'était vraiment c'est l'ancien nom de la préfecture où je suis. Ça englobait pas mal. Franchement, j'ai découvert les héros locaux avec et j'ai trouvé ça vraiment génial et original. Et je me suis dit, c'est vachement bien parce que les Japonais sont très ouverts là-dessus sur les héros locaux. Donc c'est vraiment, oui, tu fais ce héros local et tu t'interviens avec les associations pour couvrir certains événements. Voilà. Donc alors justement, moi c'est très ludique, quoi. Oui, je travaille ce qu'on appelle une NPO, Non-Profit Organization. C'est un super accent anglais. Et donc E-Geiger est la mascotte d'un jeu Ninja Sport, il s'appelle Shuriken. Alors Shuriken, c'est de Shuriken, ouais. Mais un gros Shuriken et ring en anglais, d'anneau. En fait, c'est un jeu d'anneau ninja. Ouais. C'est assez éclatant. C'est vraiment un sport dans un sens, hein, parce que c'est vraiment faut de la précision, faut un peu de dextérité pour pouvoir. Oui. Donc voilà. Et je sais pas si j'en ai. On est là. Ouais, je sais pas si on voit, pardon. Le poster qui est là, qui était le show des 5 ans d'E-Geiger. Et donc, ça a été sponsorisé justement par cette NPO qui s'appelle Mie no Kokoro, qui au départ était créé pour le devoir de mémoire pour le tsunami qui a lieu en 2011. Ah, d'accord. Donc, c'était pour ça que je m'étais mis avec eux. Okay. À la base. Et ça a commencé comme ça et on est toujours là. Et on a encore des projets là. Fin d'année, je vais être bouclé. Très honnêtement, avec ça,
en octobre, novembre, décembre, je vais pas arrêter. Je crois que ma femme va m'en vouloir un petit peu aussi, hein, parce que on va faire découvrir ça aux écoles primaires de la ville, et enfin, il y a pas mal de petites choses qui vont arriver, et c'est assez valorisant pour mais tout c'est le monde. intéressant. Et c'est passionnant de se lever le matin, d'avoir des projets déjà dans la tête. Voilà. Non, Et ça fait un peu partie des personnes hypersensibles qui ont du mal à se mettre dans des cases, à avoir des boulots fixes et des trucs fixes on a vraiment besoin de se dispatcher, d'avoir des projets dans la tête. Et puis, exactement. Il y a, moi, quand je sais pas si ça te fait la même chose, mais au moment où tu dois attendre par rapport à un projet, c'est genre 5 minutes, ça dure 5 heures, quoi. C'est trop long. T'es là, moi, je me déprime, moi. J'ai pris ma mort. C'est général, mais c'est effectivement, moi, j'ai toujours dit impatient. Et je crois qu'en fait, oui, quand on est passionné par quelque chose, c'est important aussi d'avoir conscience de pas être trop dans la demande, être trop dans la surréaction, mais on a envie que ça avance vite, on a envie d'avancer, on a envie d'impacter les autres donc ouais, c'est quelque chose. J'avais un projet similaire à l'époque où j'étais en France. J'ai été têtu pendant 10 ans avec ce projet que je n'ai jamais terminé. Du même genre, hein. C'était vraiment un truc à la Bioman, hein, qu'on avait. J'avais rameuté pas mal de monde, et finalement ça s'est terminé. Bon, pas raconter ce qui s'est passé, mais voilà, ça n'a pas pu se faire. Et c'est vrai que je pense qu'on fasse attention à être tenace, pas têtu. Et voilà. Oui, tu vois ce que je veux dire? Oui, effectivement. Là, on rejoint un peu la sphère de l'entrepreneuriat, entre guillemets. Mais les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui ne lâchent jamais, en fait. Et qui se relèvent après, et qui prennent chaque échec et qui se relèvent à chaque fois. On est d'accord. C'est important. C'est important aussi d'avoir conscience de ça. C'est que tout n'arrive pas facilement et tout cuit, quoi. Pour arriver à quelque chose de bien, il faut vraiment passer par des difficultés. Donc, par exemple, l'histoire de mes livrets, il y a beaucoup de gens qui peuvent soit me jalouser mais ce mec-là, il fait de la thune sur l'hypersensibilité. On va le remonter un petit peu plus près. Je démarre depuis 2003 parce que j'ai toujours cherché à avoir un projet qui impacte les gens, tout ça. Et là, voilà, j'ai réussi à le mettre sur pied et j'arrive à avancer sur celui-là, la différence de l'autre, hein, je viens juste de le remarquer. Celui-là est agrafé. Et celui-là, il est relié ici. Il est collé. Exactement. Deux types différents. Ouais. Je m'en doutais un petit peu, en fait. En fait, celui-là a donc 16 pages. Le livret hypersensible pour adultes contient 16 pages et c'est uniquement pour la prise de conscience. Donc, ça se lit très rapidement. Il y a beaucoup de médecins qui les mettent, par exemple, sur leur table de salle d'attente. Et ça suffit ça aide les gens. Ouais. Ça serait bien que ça soit, honnêtement, on en a parlé en privé, mais honnêtement, je suis sûr que ça pourrait être très, très intéressant au Japon. Très honnêtement. Ouais. Ils sont un peu en retard à ce niveau-là. J'ai remarqué ça sur les sites et sur ce que j'ai. Peut-être, c'est vrai. Je crois que la population japonaise est très, on l'a dit, très focus, travail. Et du coup, elles sont un peu en abnégation d'elles-mêmes. Enfin, elles font acte d'abnégation et elles sont beaucoup dirigées vers les autres, mais elles s'écoutent pas forcément. Donc, il y a peut-être effectivement quelque chose. Je pense qu'il y a aussi de la négation aussi. Il y a quelque chose. Ouais, ça serait mal vu, je pense. Après, je peux me faire des idées. Peut-être que je me trompe, mais bon. J'ai cherché aussi pour les gens ici, moi. Donc, c'est assez compliqué d'en parler. Les gens, d'une manière générale, ne connaissent pas. Donc, d'accord. Voilà. Donc, on a parlé de ça. Alors, question bête. Comment on fait pour les acheter? Il y a ma boutique. Dis-moi tout. Et donc, je vais donner bdhypersensible.com. Voilà, elle est là. Quoi? www.bdhypersensible.com. Le mec, il connaît pas son site. C'est ma petite boutique où je vends mes cartes et mes livrets. Ah oui, ça. Les livrets
adultes. Ça, il faut les montrer aussi parce que je pense que ça vaut le coup. L'illustration. Ah, ça se casse la gueule. C'était un essai, je trouve ça très concluant, donc il y a une finition dorée, et je la trouve bien, quoi. Elle met bien en valeur la relation qu'on a avec la nature, et j'ai eu pas beaucoup de demandes, en fait. J'attends le calendrier 2022, hein, tu me diras. Bah ouais. Alors ça aussi, ah oui, je vais te remercier aussi publiquement devant tout le monde de ça, de ce que tu as mis en plus, parce que c'était vraiment un beau cadeau, ça m'a fait super plaisir sur le moment. Donc là, même des marque-pages, et en plus je l'ai mis à l'envers comme un imbécile. Voilà, des marque-pages qui sont tout aussi magnifiques. Et ça, bon là, il y en a, mais c'est vraiment. Alors je marque-page dans chaque livre, effectivement. Celui avec la lune pour les livrets adultes. Et pour les enfants, donc avec les enfants. Et donc, les tarifs, c'était, que je dise pas de bêtises, donc 8 € pour le premier et voilà. 10 €. Et là, il est plus complet. Il est plus conséquent, donc 10 €. Donc, plus le frais de port n'est pas gratuit. Voilà. donc j'ai apporté, oui, le premier livret que j'ai envoyé, que j'ai réalisé, c'est donc celui-là, l'adulte hypersensible. Ouais. Et c'est suite à ça que j'ai eu beaucoup de parents qui m'ont dit, écoutez, moi ça me parle, mais il se trouve que j'ai mon enfant qui va entrer à l'école et je sais pas trop comment parler d'hypersensibilité avec lui et comment. Donc ça m'a. Et là encore, j'ai mis du temps à concocter le texte. C'est vraiment ça qui est important. Et ensuite, il faut trouver l'image qui aide le texte, qui complémente le texte. Mais j'ai avancé sur ce livret par demande de parents qui ne savaient pas comment aborder le sujet de l'hypersensibilité avec les enfants. Et j'en ai des retours énormes. J'ai des parents qui me disent, voilà, c'est sur sa table de chevet, il le lit tous les soirs, ou une autre qui me dit, il s'est reconnu dans toutes les pages. Et ça aide l'enfant à comprendre, voilà, qu'il n'est pas tout seul à être comme ça. Et que s'il est un peu rejeté à l'école ou qu'il n'est pas forcément accepté facilement, c'est pas dramatique. On s'en sort. J'ai été comme ça. On s'en sort. On peut rebondir de ça. Et on apprend aussi à respecter nos besoins. Donc, faut pas chercher à plaire aux autres, mais on apprend. Ça, c'est quelque chose, une des clés principales, c'est qu'on est tellement dans l'abnégation et qu'on est tellement à l'écoute des autres qu'on s'oublie. Donc, c'est important d'avoir conscience qu'on existe et qu'on a nos propres besoins à nous, et que c'est normal d'avoir de temps en temps besoin de recharger nos batteries. On a une dose d'énergie en fait qui se vide très vite en fait. Donc, moi, tu me mets au milieu d'un centre commercial dans une rue bondée. Au bout de 20 minutes, j'en peux plus, quoi. C'est clair. J'ai besoin d'aller me planquer dans un coin ou de souffler, pour recharger mes batteries, quoi, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'en ai toujours eu conscience de ce besoin-là. Je vais me promener dans la forêt avec mon chien. J'ai toujours eu l'habitude d'aller faire un tour. Et je sentais que ça me faisait du bien, mais je savais pas l'expliquer. Et c'est qu'en 2019 que j'ai pu mettre tout ça. Tu vois, c'est là où j'ai mis toutes les pièces du puzzle dans l'ordre. J'ai vraiment pris conscience de ça, quoi. Ça m'a aidé. Et voilà. Donc c'est important de savoir qu'on a cette énergie qui se baisse, qui se vide rapidement, cette dose d'énergie, et qu'il faut la recharger. Donc pour la recharger, ça peut être la musique. Tu vois, j'ai une guitare à côté de moi. Je fais de la musique, je dessine. Donc le fait de dessiner aussi. Le fait d'avoir sa petite bulle, j'ai fait mon petit cocon avec mes plantes derrière. Voilà, c'est mon univers dans lequel toi aussi, t'as tes posters, t'as besoin d'avoir C'est très récent, c'est très récent, ça. Avant, il était en bas de l'ordinateur, mais c'était un petit peu beau, un petit peu en bras, en bas. C'est important pour les personnes hypersensibles de se sentir bien dans leur environnement. Par exemple, un enfant qui arrive dans une crèche, ou à l'école, ou dans un lieu nouveau, il va avoir tendance à observer et à se mettre et à raser un peu les murs. Là, il va pas s'inclure directement dans la vie communautaire avec les autres. Il va chercher, il va d'abord analyser beaucoup. Et il va beaucoup analyser l'environnement aussi. Donc on a besoin, les enfants et nous, mais les enfants particulièrement, on est très perméables à notre environnement. C'est-à-dire que tout nous touche, tout nous atteint. C'est pour ça que dans une rue bondée, on est vite vide d'énergie. Et un enfant un enfant va être complètement perméable à tout ce qui lui arrive. Il va avoir du mal à se concentrer, il va avoir du mal à être focus sur une tâche précise, il va avoir du mal à s'adapter, à échanger avec les autres. Donc on a ce besoin d'avoir de sentir en sécurité, de nous faire notre petit cocon, et ça c'est important.
pour s'épanouir après et pour s'extérioriser vers les autres. C'est pas des personnes qui sont asociales, les personnes. Au contraire, on a besoin des autres. On a besoin du social. Et, on a un besoin spécifique. On a besoin de se retrouver seul aussi. On a autant besoin des autres que de se retrouver seul, en fait, pour recharger nos batteries et pour nous sentir bien. Mais c'est ça. Et les personnes qui se barricadent un peu, voilà, qui vivent dans une carapace, les personnes hypersensibles qui vivent dans une forteresse, ont tendance à forcer quand même le truc, à aller vers les autres, même si elles se sentent épuisées, elles se sentent pas légitimes. Enfin, dans leur tête, c'est pas normal. Elles passent pour quelqu'un de pas normal, quoi. Donc elles se forcent et ça conduit à des épuisements, ça conduit à des burn-out, ça conduit à dans cette société où tout va de plus en plus vite, c'est important, je crois, pour les personnes hypersensibles qu'elles en aient conscience pour se détacher un peu de ce rythme de fou, quoi, en fait. Puis pouvoir avoir un meilleur équilibre, pour pouvoir mieux être dans leur vie, pour être bien, trouver un bonheur. Et je crois qu'on en entend parler plus maintenant qu'avant, parce qu'avant, les gens prenaient le temps de faire les choses. Et il y avait moins de mondialisation, les réseaux étaient beaucoup plus petits. Enfin, voilà, moi j'habite dans un village. Avant, les infos, ça allait de 2 villages à la ronde, quoi. C'est tout. Mais on n'avait pas des infos de Paris ou de. Et petit à petit, ben, les réseaux de communication se sont diversifiés. Maintenant, on est criblé d'informations. Et ça, c'est épuisant. Et il y a aussi cette société de consommation et de production qui est de compétitivité, qui nous fait travailler comme des fous et qui nous fait nous adapter à un monde qui va très très vite. Il faut aller très vite, il faut produire beaucoup, on est un peu surexploité. C'est un peu le discours de Charlie Chaplin dans le Dictateur. De fin, je pense que tu l'as pu voir. Oui, je l'ai vu il y a longtemps, mais oui, je l'ai vu. Il y a peut-être un peu de ça, oui. Il y a un peu de ça, je pense. Bon, c'est pas que voilà, c'est super intéressant, mais là on arrive plus ou moins vers la fin. On a déjà 40 minutes. C'est super. Même moi, j'aimerais bien ne pas m'arrêter, mais après ça va être un petit peu compliqué. Donc, je voulais te remercier déjà quand on s'est rencontrés, ça m'a vraiment aidé. Je pense que ça va aider beaucoup de monde, que ça a aidé beaucoup de monde. Moi, je vais faire tout en sorte justement de pouvoir faire en sorte qu'on puisse un peu avoir de la visibilité là-dessus, parce que moi, je vous les conseille franchement à toutes les personnes à qui j'en ai offert, donc j'en ai offert à ma mère évidemment, et je vous les conseille vraiment de les lire, et ça vous apporter déjà toutes les bases de ce qu'est l'hypersensibilité et comment les gens le vivent en général. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est alors je vais faire un truc, c'est que je vais te demander, pour terminer, est-ce que tu aurais donc de faire le mot de la fin et... Oui, je crois que voilà, j'avais un petit truc, une idée. Alors, c'est important de comprendre qu'on est déjà complet en nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin de rechercher, de se compléter par les autres. On a déjà tout en nous-mêmes. Alors, c'est important de comprendre que tout est déjà en nous et qu'on a des besoins sensiblement différents de la majorité et que c'est normal. Il ne faut pas se sentir ni anormal, ni différent, c'est normal. On fait partie de cette rien que ça, en fait, ça libère d'un poids et ça soulage un peu. Les autres aiment sortir en ville et si nous on préfère une promenade en pleine nature, eh ben c'est nos besoins à nous, il faut les respecter. Il faut pas se sentir coupable pour ça, en fait. Et oui, c'est vraiment nos besoins. Et c'est quand on apprend à écouter et à respecter ses propres besoins, c'est quand on apprend à se détacher du regard des autres et des jugements, que la vie prend réellement son sens. Donc il faut vraiment apprendre à se détacher du jugement des autres, à se détacher du regard des autres, parce qu'on est beaucoup en fait dans la peur d'être jugé constamment. Donc c'est important de se libérer de ça pour reprendre les rênes de sa vie, quoi. Donc et on change de point de vue, on prend de la hauteur en fait, et on ose enfin se révéler tel qu'on est réellement. Et en dernier truc, je dirais qu'on ose enfin contribuer, on se sent en phase avec nos valeurs et on se rapproche en fait de personnes qui nous ressemblent. Et ça, c'est important. Longtemps dans ma vie, j'ai été entouré de personnes avec lesquelles j'avais aucune attache, j'avais pas de lien fort. Et ça c'est important de se rapprocher de personnes qui nous ressemblent. Donc, c'est un gros travail introspectif, c'est un gros travail de décision, de choix dans sa vie. Mais je crois que c'est vraiment libérateur et ça permet vraiment d'avancer sereinement dans sa vie, en fait. Et pas dans la vie des autres. Mais voilà. Donc,
dans ce sens-là, c'est une force. Et les personnes hypersensibles, faut pas l'oublier, sont des personnes ultra résilientes, donc qui arrivent à rebondir des échecs, qui peuvent encaisser beaucoup, mais qui ne se laissent pas démolir parce qu'elles arrivent à analyser, à avoir conscience d'elles-mêmes. Réellement, c'est des personnes qui ont beaucoup vécu avec elles-mêmes, donc ils sont beaucoup à l'écoute d'elles-mêmes. Donc on sait comment fonctionner, on sait rebondir par rapport aux phases compliquées de la vie. Et les phases compliquées de la vie font, voilà, ça jalonne la vie, c'est normal. C'est des phases qu'il faut savoir traverser. Eh ben, je te Moi, j'ai un peu tout remercie. dit. J'ai un peu tout dit. Je te remercie d'être le parrain de la chaîne. Et donc, je vous recommande. Alors, hypersensible, une prise de conscience. Je suis obligé de lire le titre parce que je le connais pas par cœur. Et l'enfant hypersensible, mieux comprendre pour mieux aider. Et donc, sur le site, donc vous aurez toutes les, pardon, excusez-moi, la caméra est là. Vous aurez toutes les informations dans la description en dessous, hein, et vous pourrez directement aller sur le site, la page Facebook, et tout est connecté. Eh ben, à bientôt. Et je vous prépare encore de nouvelles interviews, dont une qui justement, tu parlais des guitaristes, d'une guitariste chanteuse que j'ai appréciée, donc que j'ai contactée. Je vais pas en dire beaucoup, mais voilà. J'espère que j'attends juste le retour de la demoiselle. À bientôt. Bonne journée, bon week-end et tout le reste. Ciao, ciao.